Bonjour, je vais bien. Disons que j'ai toujours écrit, parce que j'ai étudié les lettres modernes, ça c'est deux. Et si vous demandez à la diaspora burkinabé à Paris, et on est trois Sayouba. Et quand vous demandez, on vous demande c'est lesquels. On dit c'est celui qui a toujours un livre. Moi j'ai toujours lu et j'ai toujours écrit. Maintenant la publication, ça c'est autre chose. Et comment la publication s'est arrivée? Et moi, je suis arrivé en France, j'étais tout nouveau. Il y avait ce qu'on appelait l'Agence de coopération culturelle et technique, la CTT, qui est devenue la francophonie. Et il faisait un concours de nouvelles. Et moi, j'ai envoyé une nouvelle qui s'appelait L'œuf. Et comme je ne savais pas comment ça se procédait, le dépouillement, ça a pris 2 ans. Puis après, on m'a appris que ma nouvelle a été sélectionnée parmi les 10 nouvelles à publier. Et c'est comme ça que le public m'a connu. Alors par la suite, c'est une histoire de rencontre plus ou moins heureuse. Quand je suis arrivé à RFI, je ne faisais pas le coq-chante, c'était le service de la coopération. On faisait des émissions préenregistrées qu'on renvoyait aux radios partenaires. Et moi, j'ai rencontré le professeur Ibrahima Baba Kake et Elikia Mbokolo, ceux qui m'ont fait rencontrer le monde de l'écriture des Africains de Paris. Et présence africaine était toujours un milieu où les gens se rencontraient. Et c'est là que j'ai rencontré un poète haïtien, Jean Métellius. Et ce sont ces trois-là qui m'ont tout le temps harcelé. Et à chaque fois, ils me disaient, je publie un livre et ils me demandaient le suivant. J'ai publié un livre, il me demandait, oui, tu recommences quand? Bon, moi, je pensais que c'était fini, quoi. Et mon premier roman, c'est loin de mon village, c'est La Brousse, c'est un peu autobiographique. Mais en fait, je m'adressais à un public nombreux pour dire aux Africains comment on en arrive à venir à Paris. Et je disais un peu aux Européens, pourquoi un Africain vient à Paris? Parce qu'on ne quitte pas sa terre natale comme ça. Et plus beaucoup d'autres problématiques, évidemment. C'est un constat, et que ce soit par la plume ou à la radio. Et quand je fais du journalisme, ça occulte l'écriture. Beaucoup de gens ont oublié que j'étais écrivain à cause justement du succès de cette émission Le Coq Chante. Je publiais des livres, je publiais régulièrement. La fois dernière, quand j'ai fait le lancement officiel de ce livre Hors Maudit, quand j'ai dit aux gens que c'était le 8e roman, ils étaient surpris. Tout simplement parce que ils n'ont retenu que le journaliste de radio, alors que c'est le 8e roman que je publie. Et quand ils sont allés voir ma bibliographie sur Internet et qu'ils ont vu qu'il y avait de nombreux livres, plus d'une trentaine, ils se sont demandé, mais comment on est passé à côté de tout ça? Parce que les gens n'ont vu que le journaliste. Et c'est pour ça que j'ai décidé, de façon volontaire, de me dégager un peu du monde du journalisme pour qu'on puisse voir l'écrivain. C'est un choix. La difficulté, justement, c'est de mettre toutes les problématiques dans ce livre. Il y a d'abord la sécheresse, la question de la terre, qui est devenue une marchandise. Et du point de vue intellectuel et philosophique, vendre la terre pour un Africain, c'est le sacrilège suprême. Parce que dans nos cultures,
La terre ne peut pas appartenir à l'homme, mais c'est l'homme qui appartient à la terre. Maintenant, un village découvre qu'il y a de l'or sous ses pieds. Il y a toujours, si vous arrivez dans beaucoup de sociétés en Afrique de l'Ouest, tout le monde a une fascination pour l'or, mais on vous dira qu'il y a une malédiction de l'or. Partout où il y a l'or, il y a un problème. Et ça, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y a ce mythe-là. Et un mythe, quand on fouille, on découvre beaucoup de choses. Les gens ont peur de l'or parce que partout où il y a eu l'or, c'est un symbole d'asservissement. Bon, beaucoup le monde asiatique est venu en Afrique pour les questions d'or. Les Européens sont venus en Afrique pour les questions d'or. L'or a servi de monnaie dans les périodes où on vendait des êtres humains. Ça fait que dans beaucoup de sociétés, on a appris à se méfier de l'or. Aujourd'hui encore, l'or est une malédiction pour un village d'agriculteurs et d'éleveurs dans la mesure où ils se retrouvent dépossédés de leur village. Et l'or, c'est un enjeu politique. Parce que l'argent de l'or, ça explique beaucoup de choses dans les joutes politiques qui se passent. Et il fallait mettre toutes ces problématiques-là dans un livre. Mais moi, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un anthropologue qui donne des pistes de solutions. Un romancier dit, là, il y a un problème. Un romancier dit, voilà ce que les gens vivent. Aux décideurs et à ceux qui arrivent à trouver des pistes de solutions, de dire ce qu'il faut faire. Mais un romancier dit, là, il y a un problème. Quand je parle, par exemple, de ce que les femmes vivent dans les villages, parce que avant, une femme cultivait ses condiments. Maintenant qu'on s'est dépossédé de sa terre et qu'on est arrivé en ville, il y a une découverte qui est venue. Il fallait donner l'argent des condiments pour aller au marché chaque matin. Et pour les hommes, c'était une vraie nouveauté, ça a été un choc. Ça a introduit une espèce de rivalité chaque matin entre monsieur et madame. Mais ça, c'est une nouveauté que des villageois ne connaissaient pas. Comment on met tout ça dans un roman? Mon rôle, c'est de dire, voilà le problème. Là, il y a une question. Il faudra qu'on s'y attarde. Il faudra que les décideurs y pensent. Mais le rôle du romancier, de l'écrivain, ce n'est pas de dire voilà ce qu'il faut faire. Parce que lui-même, il ne le sait pas. La différence que nous avons, nous autres, c'est qu'on a un ressenti que les autres n'ont pas. Parfois, c'est une image. On peut passer une photo ou un site d'orpaillage, on a jeté un coup d'œil dans un trou. Ça peut susciter un roman. Parfois, c'est une photo qu'on a regardée qui vous parle. Ça peut susciter un écrit. Bon, il y a une coupure technologique parce que, en fait, le problème, c'est pas la lecture elle-même, c'est pas la littérature. Le problème, c'est le support. J'ai des copains journalistes, quand vous envoyez le livre numérique, ils vous disent non, moi je veux le livre papier. Il y a d'autres, quand vous envoyez le livre papier, ils vous disent je peux l'avoir en PDF. C'est un problème de support. Chaque génération a ses supports, mais le texte il reste le même. Maintenant, il y a un problème de politique publique quand même par rapport aux livres dans nos pays. Et si vous arrivez dans une capitale africaine, les discothèques, les dancing, les salles de concert, les stades de foot, vous allez en trouver des mille et des cents. Mais si vous demandez une bibliothèque, personne ne sait où c'est. Si vous demandez une librairie, quelqu'un se rappelle qu'il y avait une librairie quelque part, mais est-ce qu'elle fonctionne toujours? On ne sait pas. Voilà. Moi, je pense qu'il faut quand même, comme on a soutenu les autres domaines de l'art, il faut un fort soutien à la lecture. Dire que les jeunes ne lisent pas alors qu'on ne leur donne pas à lire, c'est énoncer le problème à mi-chemin.
En tout cas, c'est mon point de vue. J'ai proposé que, par exemple, dans un pays comme Ouagadougou, que les autorités décrètent une ou deux journées du livre. On met tous les acteurs du livre dans une salle et chacun dit ce qui ne va pas dans son domaine. Vous ne pouvez pas demander à un libraire aujourd'hui de faire des stocks de livres parce qu'il va commander, il va acheter, qu'il ne pourra pas vendre. Vous ne pouvez pas demander à un éditeur de sortir 1000 livres alors qu'il va en vendre 20, parce que lui, c'est un comptable. Vous aimez bien les belles lettres, mais lui, ce n'est pas son problème. Lui, c'est un comptable, il a une entreprise à faire tourner. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a déjà du problème pour acheter les manuels scolaires de ses enfants de consacrer un budget pour les livres, parce qu'il n'en a pas les moyens. Et ceux qui ont les moyens ne s'intéressent pas à la lecture. Parce que c'est en bas âge qu'on apprend aux gens à lire. J'ai toujours posé cette question. Nous, nos parents étaient analphabètes. Mon père et ma mère, ils ne savaient pas lire et écrire. Mais ils ont pu nous transférer l'amour du savoir à travers le livre. Comment ça se fait que nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à transmettre ça à nos enfants? Il y a quand même un problème à notre niveau. Ah ben moi, c'est un outil formidable. Ce livre, Or maudit, aujourd'hui, c'est Amazon. Amazon, c'est le monde entier. Auparavant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que le libraire ou l'éditeur reçoive une commande, il envoie le carton, ça prend le bateau, ça prend du temps, ça arrive et tout. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, celui qui veut ce livre va sur Amazon, il clique ce qu'il veut et il l'a immédiatement. Pour moi, c'est une formidable opportunité pour le monde du livre, à condition que les acteurs du livre sachent l'exploiter. La littérature burkinabé, il y a deux problèmes. Vous avez des gens qui brûlent de s'engager dans l'écriture, j'ai pu le vérifier moi-même. Vous avez des gens qui ont des manuscrits plein les tiroirs. Au niveau de l'édition, ça coince. Et une fois que vous avez édité un livre, au niveau de la vente, ça coince. Et il y a un autre problème qui est encore plus sérieux qu'il faut lutter sérieusement pour éradiquer au Burkina Faso, c'est le plagiat. Si vous asseyez quelque part, et vous allez voir des jeunes gens qui font le tour de la ville chargés de livres en vente, des livres qui ont été reproduits je ne sais comment, et qui sont tout le temps en vente, c'est un manque à gagner pour l'écrivain. Parce que l'écrivain vit de sa plume. Quand vous achetez un livre, 8% du prix du livre va à l'écrivain. 8%. Ce livre, si vous l'achetez à 18 €, moi, il y a 2 € qui arrivent sur mon compte. Si vous le plagiez, vous me privez de 2 €. Et ça, ce n'est pas possible. J'ai été à des manifestations littéraires à Ouaga, on a invité, je suis allé à des manifestations littéraires en Afrique et à Ouagadougou aussi, où les écrivains africains autres que burkinabés ou autres que machin qui vivent à l'étranger, soit au Canada, soit un peu partout dans le monde, hésitent à venir. Et quand vous leur demandez, vous dites, si je vais là-bas, je vends 10 livres, ils vont le prendre, le photocopier et le vendre à des millions d'exemplaires. Je préfère ne pas y aller parce que mon éditeur va dépenser pour me payer le billet d'avion. Le ministère va dépenser pour m'accueillir, pour mes frais de séjour. Je vais vendre une dizaine de livres. Des gens vont le photocopier à 20 000 exemplaires et le vendre. Ça, c'est pas possible. Je dis toujours aux gens, mais quand vous allez au maquis, vous ne demandez pas à boire la braquinade gratuitement. Quand vous allez au restaurant, vous ne mangez pas gratuitement. Quand vous prenez le taxi, vous savez que vous allez payer.
Pourquoi pour un livre, vous le voulez gratuitement? Parce qu'il y a un problème, c'est que toute la chaîne de production du livre, ceux qui travaillent dans le livre dans nos pays, n'arrivent pas à en vivre. Il faut faire un autre métier à côté. Moi, si je n'étais pas journaliste, si je n'avais pas mon salaire de journaliste, je n'aurais pas pu écrire ce que j'ai écrit. C'est pas possible. Vous écrivez un livre qui vous rapporte quoi, 3000 francs CFA par mois. Vous faites quoi avec ça? Ah, moi, je cite toujours Tiano Monenembo parce que son livre Peul, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça, c'est d'un. Et Maris Condé, que je connais personnellement. Parce qu'à RFI aussi, les gens oubliaient que je faisais une émission littéraire qui s'appelait Les grandes voix de la littérature africaine. Ça m'a amené à rencontrer beaucoup de personnages. Moi-même, et un des copains, on se rencontre chez les éditeurs ou dans des salons du livre. J'en ai connu beaucoup. Guy Menga m'a beaucoup marqué avec son livre La marmite de Kokambala. Évidemment, il y a ceux qu'on a étudiés à l'école, mais ça, c'est des manuels scolaires. Et ceux que j'ai eu plaisir à lire, il y a des contemporains. Bon, j'ai peur d'oublier quelques-uns, mais il y a vraiment de la production remarquable. Le problème, c'est la promotion. Et moi, je dis toujours au public, aider nos autorités à nous aider. Même si les autorités ont la bonne volonté, même s'ils mettent un budget conséquent, si le public ne suit pas, ces efforts de ces autorités-là, ça n'ira pas loin. Aider nos autorités à nous aider. Parce qu'il s'agit du rayonnement quand même de nos pays, il s'agit du rayonnement culturel de nos pays. Quelqu'un qui prend ce livre Or maudit aujourd'hui, ça lui parle du Burkina Faso. On m'a demandé quel est le rôle de l'écrivain aujourd'hui. Moi, mon rôle, c'est de dire au monde entier qu'il y a un petit pays niché au cœur de l'Afrique occidentale qui s'appelle le Burkina Faso et qui a des richesses culturelles incomparables à offrir au monde, qui a de la sémantique et de la sémiotique à offrir au monde. Mon rôle, c'est de prendre ce qui est local et de le traduire à l'universel et de le porter à la compréhension de tous. C'est ça mon rôle. Mais même si nos autorités, même si tous les acteurs ont la meilleure volonté du monde, si le public n'aide pas nos autorités à nous aider, ça ne va pas fonctionner. C'est récemment, en tant que retraité, que je suis rentré au Burkina et que j'ai commencé à découvrir ce milieu. On m'a mis, la sagesse m'a accepté comme membre. Pour moi, c'est une promotion. Pour moi, c'est être parmi eux. Pour moi, c'est une promotion. Et je les remercie pour cette promotion. Mais il m'est difficile de parler d'un monde que je découvre moi-même. Comment la philo est organisée, comment c'est fait, je ne sais pas. Il m'est difficile de parler de ce que je ne sais pas. N'ayant pas participé moi-même à quelque chose, et la Semaine nationale de la culture non plus, je n'ai pas eu l'occasion de participer, il m'est difficile de vous parler de quelque chose que je ne connais pas. Je découvre au fur et à mesure. C'est récemment que j'étais intégré à la sagesse, ils m'ont mis dans leur groupe WhatsApp. Je l'ai vécu comme une promotion. Personnellement, je ne sais pas si eux ils l'ont compris comme ça, mais pour moi c'était une grande faveur qu'ils me faisaient en m'acceptant parmi eux.
Le monde cinématographique burkinabé, je le connais pourquoi? Parce que quand on a implanté l'INAFEC, c'était à l'université de Ouaga, qui était embryonnaire. Et ceux qui y sont allés, c'était des copains qui étaient à l'école de lettres avec nous. Les Idrissa Ouedraogo et tout ça. Et quand je suis arrivé en France, c'est le même milieu. Et avant de faire Telsipro, il y avait une structure qu'on appelait Atria qui était à la République, où les cinéastes se rencontraient. Et c'est là-bas que j'ai rencontré beaucoup. J'ai participé à certains travaux. Maintenant, est-ce que des cinéastes veulent adapter mes livres? Je ne sais pas. Est-ce que ça les intéresse? Je ne sais pas. Moi-même, je suis actuellement un stage d'adaptation cinématographique. J'ai des pièces de théâtre que j'ai du mal à monter à Ouaga pour la simple raison que le théâtre même est comme le livre, il vit des difficultés. Donc j'ai écrit des pièces de théâtre que je n'ai pas publiées pour la simple raison que si vous publiez une pièce de théâtre à Ouagadougou et que quelqu'un l'adapte, vous ne pouvez rien dire. Parce que je vous ai dit que le plagiat, ça cause un grand tort. Donc je les ai gardés dans un tiroir. Maintenant, pour le cinéma, c'est possible que je franchisse le pas. Par contre, si un cinéaste veut adapter un de mes livres, il n'y a vraiment pas de... Parce que j'ai quand même fait plusieurs fois le reproche aux cinéastes pour ne pas leur ouvrir ma porte. Parce que j'ai toujours dit aux cinéastes, vous savez pourquoi nous ne pouvons pas avoir les talons de Yenenga? Parce qu'au départ de toute œuvre artistique, il y a la plume. Quand vous écoutez Flobi, c'est quelqu'un qui a pris sa plume, on appelle ça un parolier qui a écrit le texte de la chanson. Hein? D'accord. Tout part de l'écrit. Si vous négligez nos livres que nous publions et vous allez écrire vous-même des scénarios indigents, c'est logique que vos productions végètent. Mon dernier... quand j'écris, je m'adresse à tout le monde. Moi, je suis à la disposition de la diaspora burkinabé, que ce soit en France, en Allemagne, partout. Si on m'invite, je me déplace. Si c'est pour parler du livre, je suis là. Parce que mes livres parlent du Burkina Faso, des problèmes de la société burkinabé. Qu'un écrivain, quand vous voyez un roman, on a pris quelque chose qui existe, on a réfléchi à partir de quelque chose qui existe dans la société, d'un problème qui existe dans la société. C'est la matière première de travail d'un écrivain. Un écrivain n'invente pas. Il écrit ce qu'il voit. Évidemment, c'est romancé. Parce que il faut que ce soit agréable à lire. Il faut que ça ait du contenu. Il faut que le texte ait du sens. Il faut que le texte ait une portée. C'est pour ça que vous avez besoin de l'écrivain. Je remercie Faso Diasporama pour m'avoir reçu. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure sur les nouvelles technologies. Vous voyez, quand vous allez diffuser ça, combien de gens vont le voir? Ce sont des opportunités qui nous sont offertes aujourd'hui par les nouvelles technologies. À nous de savoir les servir. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la portée de votre travail pour la diaspora burkinabé. Vous êtes quelque part l'amplificateur de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Et moi, je vous remercie de m'avoir reçu.